vient d'être illustré, le niveau de culture financière de nos concitoyens fait régulièrement l'objet de diverses mesures. Au niveau national, on se souvient du quiz du Conseil pour la diffusion de la culture économique, CODIS. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle du CODIS dans la salle. Le test, c'était un test Keseko, lancé il y a 10 ans. Et en 2010, il aboutissait à une note moyenne de 8,3 sur 20 pour l'ensemble des Français, avec 9,8 seulement pour les diplômés de l'enseignement supérieur, donc ça ne fait pas une grosse différence. Bon. Plus récemment, l'enquête de juin 2018, pourtant effectuée sur Internet avec les biais qui peuvent être associés à ce type d'enquête, montrait que 60% des Français ne maîtrisaient pas l'effet de l'inflation sur leur pouvoir d'achat ou le calcul d'un intérêt sur un placement. En termes de comparaison internationale, la France ne participant pas à ce stade au volet du programme de suivi des acquis, le PISA de l'OCDE, qui est relatif à l'éducation financière, on peut se référer à l'étude de Finlit de Standard & Poor's qui est fondée sur les réponses à 4 questions, je ne vais pas les donner là, mais 4 questions vraiment basiques de culture financière. Et pour être considéré comme avoir un niveau minimum, il faut avoir 3 bonnes réponses sur 4. Mais franchement, bref. Dans les pays qui sont performants, c'est bizarrement, c'est la Suède, le Norvège, le Danemark. 71% de la population à ce niveau minimum. En moyenne, les grands pays avancés ont un taux de 55%. En France, on est à 52% lorsque l'Allemagne est à 66%. Donc la France est en retard par rapport à des pays comparables. Il est vrai qu'en moyenne, 44% de nos concitoyens, je vais arrêter à ce dernier chiffre que je cite parce que 44% de nos concitoyens âgés de 18 ans et plus se déclarent peu ou pas du tout intéressés par l'économie. Et lorsqu'on demande sur quels sont les sujets d'économie sur lesquels ils souhaiteraient être mieux informés, alors les produits d'épargne et les produits financiers, ça n'apparaît pas dans le paysage. In fine, il n'est donc pas surprenant de constater que les actions et parts de fonds d'investissement représentent 25% seulement du patrimoine financier des ménages, 25%, mais moins de 5% pour les actions cotées détenues en direct. Et quand on regarde l'ensemble du patrimoine total brut des ménages, eh bien, les actions et parts de fonds d'investissement, c'est 10% de ce patrimoine total. Au cours des 10 dernières années, pour un flux d'épargne financière cumulé par tête, qui est équivalent en France et en Allemagne, en euros, c'est le même montant, 10 ans de flux cumulé d'épargne financière par tête, la même chose en France et en Allemagne. 10% de ce flux cumulé est allé sur des actions et parts de fonds en Allemagne, 7,5% en France. Ainsi, parmi les principaux pays développés, la France se caractérise par un niveau de culture économique et financière faible et une incitation et une inclination à investir son importante épargne dans l'immobilier et dans les placements financiers sans risque. Est-ce que c'est si grave que cela? C'est pas sûr. Alors, certes, il y a quelques années, le prix Nobel d'économie Edmund Phelps, qui est vraiment l'économiste de l'innovation, avait estimé qu'en relevant le niveau de culture économique des Français, le potentiel de croissance de notre économie serait accru d'environ 1%. 1%, c'est énorme. Quand on sait que le potentiel de croissance de l'économie française aujourd'hui, il se situe entre 1 et 1,5% selon les estimations, mais c'est quasiment doublé. À l'époque, on pensait que c'était plus élevé. Il est clair que l'éducation financière, au-delà d'une amélioration de la gestion de son budget et de son épargne, est un facteur favorable à la prise individuelle de risques professionnels, sujet qui dépasse mon propos de ce soir. S'agissant de l'épargne elle-même, il me semble que le diagnostic sur le caractère pénalisant de la situation française dépend largement de la qualité de l'intermédiation financière et du niveau de mutualisation des risques. Si le système financier au sens large est capable de transformer une épargne liquide avec capital garanti et rémunération réelle positive en financement à long terme et ou risqué, formidable. Si le risque de longévité est largement mutualisé en étant associé à un système de retraite par répartition, formidable.
Alors on peut considérer en effet que le dommage infligé par un faible taux de compétences financières, tant à l'économie en général qu'aux ménages pris individuellement, est limité. Mais à l'évidence, on s'éloigne désormais d'un tel modèle, si jamais on l'a eu. On l'a eu dans une certaine mesure pendant longtemps. Maintenant, on s'en éloigne à l'évidence. Les intermédiaires financiers ne sont plus autorisés à effectuer une transformation massive et les taux d'intérêt réels sont fortement négatifs. Les ménages sont donc invités à porter eux-mêmes des risques pour dégager une rémunération positive de leur épargne et également à épargner spécifiquement pour assurer une partie de leur futur revenu de retraite. Et de fait, s'ils ne le font pas, l'économie ne trouvera pas les financements dont elle a besoin pour innover et mettre en place les infrastructures nécessaires à la croissance. Cela se traduira par un appauvrissement individuel et général. Or, si les épargnants s'engagent dans des investissements risqués de long terme sans un minimum de culture économique et financière et sans un minimum de normalisation dans la commercialisation des produits financiers, ils vont au-devant de graves désillusions, voire seront les cibles d'escroqueries. On est bien en mesure, à l'AMF, d'en mesurer la matérialité. L'éducation économique et financière est donc une ambition nécessaire, mais lorsqu'on passe les politiques publiques en la matière à l'aune de l'évaluation, les résultats sont pour le moins contrastés. Certaines études laissent à penser que les programmes d'éducation financière n'ont que des effets négligeables sur les comportements financiers. D'autres sont un peu plus optimistes, mais aucune étude ne conclut de façon vraiment positive. Et toutes relèvent la faible efficacité de ces politiques pour les populations à bas revenus. Bruegel, pas le peintre, le think tank, a apporté récemment une contribution vraiment intéressante à ce débat. C'est un papier de mai 2018, avec 7 recommandations que je reprends ce soir car elles me semblent très pertinentes et sont peu ou prou déclinées dans nos plans d'action en France, en particulier dans la stratégie nationale sur l'éducation financière qui est conduite par la Banque de France et à laquelle l'AMF contribue très significativement. Donc 7 recommandations. Start as early as possible, ce qui signifie intégrer l'enseignement financier à l'école, au minimum dès le collège, avec des enseignements spécifiquement formés pour cela. La Belgique flamande est le meilleur exemple européen de l'efficacité de cette approche. Et de fait, c'est un domaine dans lequel on progresse rapidement en France. J'observe par exemple qu'un passeport d'éducation financière est expérimenté cette année scolaire 2018-2019 auprès des collégiens dans une académie pilote. Je signale aussi les supports multiples maintenant qui sont proposés pour les écoles et les collèges et les lycées. La Finance pour tous en propose beaucoup. Le site SES Webclass est aussi un pourvoyeur de matériaux vraiment intéressants. Donc, first, start as early as possible. Second, move away from one-size-fits-all programs. L'enseignement doit être adapté aux populations ciblées. On ne délivre pas le même langage à des jeunes, à des très jeunes, à des moins jeunes, à des bas revenus, à des hauts revenus, aux personnes âgées et autres. Il faut avoir en France, il y a 11% des ménages seulement qui ont un patrimoine financier de plus de 75 000 euros. On ne parle pas, on ne donne pas les mêmes messages et le même niveau d'enseignement financier à des gens qui ont des capacités de placement élevées et ceux qui en ont peu. Move away from one-size-fits-all programs. Troisièmement, financial education is a lifelong learning process. Faire des enseignements à des moments clés de la vie. Avant d'emprunter pour acheter une résidence principale, avant de partir en retraite, lorsqu'on hérite de ses parents. Il y a quelques moments clés. Ces moments clés, ce sont des moments où les gens sont réceptifs pour intégrer
des concepts. 4. Provide tools to better evaluate financial literacy. Les modalités de l'évaluation des politiques suivies doivent être intégrées, prévues dès l'origine quand on lance des actions. En France, l'enquête qui s'appelle maintenant Histoire de vie et patrimoine, c'est l'enquête patrimoine, non, c'est Histoire de vie et patrimoine, qui est la branche française de l'enquête de la BCE, Household Finance and Consumption Survey, devrait permettre de progresser en la matière pour mesurer les progrès qui peuvent être obtenus, parce que les progrès, c'est toujours des progrès à mesurer sur le long terme. Le 5, un petit peu dans cet même esprit, c'est le need for behavioral research. L'évaluation doit intégrer une recherche sur les comportements et leur évolution, et pas uniquement des faits chiffrés, mais des questions de comportement. Le 6, c'est increase private sector involvement. Et là, vous êtes là aujourd'hui. Vraiment, c'est le rôle clé du conseiller financier de proximité, banquier ou conseiller en gestion de patrimoine, pour peu qu'il sache gérer ses conflits d'intérêts et assurer un consentement éclairé de ses clients. Très important que la gestion de ces conflits d'intérêts, la transparence vis-à-vis des intérêts que l'on peut avoir, mais le conseiller financier de proximité, banquier ou conseiller de gestion de patrimoine, un rôle essentiel. Et dernier point, more is not necessarily better. L'information et les produits doivent être simples et peu nombreux. La multiplication des choix, la sophistication des produits rebutent. C'est un thème cher aux associations d'épargnants, mais je pense qu'il faut qu'on l'ait tous en tête, en particulier quand on établit des KID ou autres éléments de communication. Les produits doivent être simples et peu nombreux. Si l'éducation financière permet de donner les clés pour comprendre les mécanismes financiers et faire des choix éclairés, l'ambition ne sera en fait véritablement atteinte que si, au-delà de l'utilité purement arithmétique des bons choix financiers, on sensibilise les épargnants à l'utilité sociale de la finance. Le précédent plan stratégique de l'AMF était placé sous le chapeau suivant, redonner du sens à la finance. C'est plus que jamais d'actualité. La finance peut être utile et les épargnants sont sensibles à cette utilité. Or, de quoi notre monde aujourd'hui, la France, a besoin? Financer l'innovation du XXIe siècle et pour cela financer les entreprises qui les portent. Les technologies évoluent au-delà des secteurs traditionnels dont les besoins en financement restent importants. De nouveaux modèles économiques et de nouvelles technologies apparaissent. Il faut là aussi en assurer un financement adéquat. Et ensuite, la finance prépare le monde de demain en donnant aux entreprises les moyens de se développer. C'est le premier point, financer l'innovation. Le deuxième point, c'est financer une économie durable avec au premier plan la transition énergétique, la lutte contre le réchauffement climatique pour répondre aux objectifs que les nations se sont fixés. À l'évidence, il y a urgence en la matière. Ces messages-là, ils sont très importants de les porter aussi dans les mécanismes d'éducation financière. C'est donner du sens au calcul financier. Nous ne pouvons pas tromper dans ces domaines la confiance des épargnants et c'est une responsabilité que nous partageons tous, régulateurs, industrie, éducateurs. L'AMF y est complètement convaincue de ce qu'elle peut y faire, mais elle ne peut pas le faire seule. Et vraiment, le fait que cette démarche soit portée par la place, au sens le plus large, est un gage de succès. C'est pour ça que je conclurai sur un mode optimiste avant des échanges que nous allons avoir sur ces sujets. Merci beaucoup.